Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'agriculture en question, votre émission de débat pour s'interroger et mieux comprendre le monde agricole. Nous sommes en direct depuis le plateau du siècle vert au pavillon 4, toujours depuis le Salon international de l'agriculture 57e édition. Et comme d'habitude, un thème. 4 questions, 4 invités pour parler aujourd'hui puisqu'on s'intéresse à la culture des céréales en France. Quelle concurrence venue de l'étranger, quel impact sur l'environnement? On se demandera si les céréales françaises sont vraiment bonnes pour la santé. Et enfin, quel revenu pour ces agriculteurs, ces céréaliers. Pour en parler autour de cette table, je suis accompagné de Baptiste Hiverneau. Baptiste Hiverneau, vous êtes développeur business, c'est ça, de la plateforme My Easy Farm. Alors pas tout à fait, c'est business développeur, c'est business dans le sens. ouais, dans le on sens. va y arriver. Mais voilà, donc c'est un poste en fait de commercial, un peu en langage start-up. D'accord. À côté de vous, Baptiste, il y a Guillaume Lemaire. Guillaume Lemaire, vous êtes étudiant en première année d'ingénierie donc à AgroParisTech et vous vous êtes également intéressé à la possible autosuffisance de la France en protéines végétales pour nourrir les élevages. En face de vous, il y a Marc Bonnet. Marc Bonnet, vous êtes donc directeur général de la filière CRC, donc culture raisonnée contrôlée. On peut vous retrouver au pavillon numéro 2 du Salon de l'agriculture. Et enfin, Maxime Costil, vous êtes délégué général de l'association des brasseurs de France. Bonjour. Merci donc à vous quatre d'être parmi nous dans l'agriculture en question. Vous qui nous écoutez et nous regardez depuis YouTube et Facebook, sachez que vous pouvez réagir à l'émission dans les commentaires ou bien sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Instagram avec le hashtag siècle vert. Cette émission sera également retransmise en replay d'ici quelques jours sur le site de Ouest France et du Figaro. L'agriculture en question, on commence tout de suite à parler des céréales et de la production de céréales en France. Ça commence maintenant. La production de céréales, évidemment, en France est à comparer avec la production de céréales dans le monde. La concurrence existe, c'est sûr et certain. Et d'ailleurs, c'est Yanis Darras qui nous en parle immédiatement. En France, la moitié des terres arables, c'est-à-dire la moitié des terres qui peuvent être labourées, sont dédiées à la culture du céréal. Au cours de la période 2017-2018, quasiment 70 millions de tonnes de céréales ont été récoltées en France, dont 36 millions de tonnes rien que pour le blé tendre. Alors il faut savoir que 28,5 millions de tonnes sont dédiées à notre consommation, 48% exactement vont à l'alimentation animale et seulement 28% vont à l'alimentation humaine, ce qui représente tout de même 6,8 millions de tonnes de blé chaque année. La France en fait exporte une large partie de sa production, ainsi plus de 30 millions de tonnes sont exportées à travers le monde, ce qui fait de la France le premier exportateur de blé et de céréales à travers l'Union européenne. Mais ce n'est pas assez pour lutter contre la production internationale. Ainsi, la France se classe en 4e position du classement à travers le monde, juste derrière l'Argentine, mais c'est loin derrière la Russie et les États-Unis, qui se placent respectivement à la 2e et 1re place du classement des exportateurs mondiaux. Ainsi, entre 2017 et 2018, la Russie et les États-Unis ont respectivement envoyé à travers le monde 52 et près de 93 millions de tonnes de céréales à travers le monde. Merci beaucoup Yanis Darras pour cet éclairage. Je me tourne vers vous, Marc Bonnet, en tant que délégué général de l'association CRC, enfin de l'association plutôt de la filière CRC, voilà c'était le mot que je cherchais. Donc je rappelle culture raisonnée contrôlée. Selon vous, et d'ailleurs je pose la question même à vous quatre, messieurs, aujourd'hui la France peut-elle rivaliser avec la concurrence internationale? Marc Bonnet? La situation de la France est en effet extrêmement compliquée. Les récoltes en 2016 en France ont été catastrophiques d'un point de vue quantitatif, d'un point de vue qualitatif. Et on a constaté que lorsqu'on n'a pas été présent sur certains marchés en 2016, qu'on s'est fait tailler des croupières par des concurrents tels que la Russie ou l'Ukraine, et que les places sont chères. Donc en effet la concurrence devient de plus en plus rude et ce sont des pays qui savent s'équiper, qui savent produire de mieux en mieux. Nous avons encore de beaux atouts en France avec une productivité et un rendement moyen à l'hectare qui est extrêmement bon. Néanmoins, eh bien, ce sont des pays aussi où les terres arables sont en quantité importante et donc ils ont une capacité à produire qui est extrêmement importante. Donc
Bon, j'aurai peut-être l'occasion d'en parler plus tard, mais je pense que l'agriculture française a probablement une carte à jouer en misant sur des produits de plus haute qualité. Néanmoins, le tout venant, les céréales à l'export restent sur des bases, je dirais, assez faibles, entre guillemets, plus sur des aspects technologiques. Et donc, c'est justement intéressant, Marc Bonnet, que vous évoquiez les aspects technologiques. Cette fois-ci, du coup, évidemment, et en plus, vous faites le hochement de tête. Baptiste Hiverneau, vous êtes business developer donc, pour la plateforme My Easy Farm. Donc vous, votre objectif, c'est de moderniser l'agriculture. Est-ce que, pour rebondir sur les propos de Marc Bonnet, vous trouvez qu'aujourd'hui, en France, on a suffisamment de moyens techniques pour lutter contre cette concurrence internationale? Alors oui, exactement. Aujourd'hui en France, c'est vrai qu'on a des tracteurs de plus en plus développés, alors même dans le monde bien sûr, mais c'est vrai qu'en France, c'est une problématique notamment plus forte, puisqu'en fait, on a aujourd'hui en France des plus petites exploitations que dans le monde entier, on va dire. Et en fait, c'est un des moyens que les agriculteurs vont utiliser demain pour aller gagner de la marge, gagner de la valeur ajoutée, et surtout produire toujours de meilleure qualité pour exporter sur différents pays. Oui. Vous, Guillaume Lemaire, je rappelle que vous êtes étudiant en première année à AgroParisTech. Ça m'intéresse justement d'avoir cet avis, on va dire, plus juvénile, entre guillemets. C'est vous, dans vos études, on vous a appris que voilà, la France, de toute façon, face à l'étranger, face à la concurrence étrangère, elle ne pouvait pas rivaliser et que c'était plus sur le plan qualitatif qu'il fallait progresser dans cette agriculture des céréales? Alors je dis oui et non, c'est-à-dire en effet, je vais rebondir sur ce que vous avez dit, on n'a simplement pas la surface nécessaire et chaque année en fait avec l'urbanisation, on perd de la surface agricole et ça continuera dans les années à venir, ce qui fait que dans tous les cas, au niveau de surface, on ne pourra pas répondre, dont la Russie c'est 20 fois plus grand que la France, à partir de ce moment-là c'est peine perdue. Il faudrait agrandir le pays en fait. D'essayer de rivaliser. Et comme vous avez dit, en fait, je pense que c'est au niveau technique et qualitatif qu'on peut faire la différence parce qu'on a une haute expertise et on a aussi des très bonnes formations dans le domaine agricole. Et c'est là où on peut avoir notre carte à jouer. Maxime Costil, vous qui justement travaillez dans le milieu de la brasserie, hein, vous êtes délégué général de l'association des brasseurs de France. Là-dessus, vous n'exploitez peut-être pas directement les céréales. En revanche, vous les transformez. Est-ce que le prix d'achat en France est moins attractif que celui du blé qui nous vient de l'étranger? Alors, du blé ou d'autres céréales d'ailleurs? Oui, parce que c'est le céréale majeur pour la bière, c'est l'orge. Mais il n'empêche que, juste pour compléter, après je répondrai à votre question, l'agriculture française a quand même des grosses compétences, des grosses capacités, notamment sur des céréales particuliers ou des cultures particulières. Et elle a une compétence générale reconnue sur la production. Nous, sur l'orge de brasserie, aujourd'hui, la France, en orge de brasserie et en maltage, c'est-à-dire tout compris, c'est l'orge français qui permet, et le malt français qui permet de faire 21% des bières dans le monde. Donc c'est quand même un endroit où on est encore leader. Pour longtemps, on est leader en malt depuis 1967. Et vous avez deux coopératives et un acteur privé qui s'appelle Soufflé, Accéréal et Vivesia, qui sont les 3 leaders mondiaux dans la malterie. Donc c'est quand même un secteur qui est très fort sur ce sujet et ça fonctionne extrêmement bien. Sur la question du prix, c'est un prix mondial sur le céréal, hein, donc malheureusement c'est assez compliqué d'avoir un prix français. On peut avoir des prix français sur de la localisation, donc là on va totalement sur autre chose, c'est-à-dire que on a, nous brasseurs, des contrats filières pour aller chercher des céréales spécifiquement régionalisées qu'on va pouvoir sourcer et qu'on va pouvoir du coup identifier sur un terroir donné. Ça c'est autre chose, on est vraiment sur un autre débat que sur la question de l'export et sur la question des volumes. Mais du coup ça veut dire qu'au niveau de l'orge en France on se débrouille plutôt bien, par contre pour le blé du coup, les céréaliers demain ils doivent faire quoi? Ils doivent arrêter le blé et faire que de l'orge? Alors ça sera compliqué parce que d'abord, je n'ai pas d'avis sur le blé. Hein. Je pense que la production de blé, c'est une production reine. L'orge de brasserie, c'est une production d'assolement. Donc, c'est-à-dire qu'on est chaque année challengé par d'autres cultures pour que l'orge de brasserie soit ressemé. Notre enjeu, c'est d'assurer de revenus à l'agriculteur et du prix pour qu'il ait envie de ressemer l'orge de brasserie dans son assolement par rapport à du blé. Si on n'arrive pas à faire ça, ça veut dire qu'il ne ressèmera pas ça. Bon, après, on a une situation un peu compliquée sur d'autres produits comme la betterave ou autres qui font qu'aujourd'hui l'orge de brasserie a beaucoup de place. Mais c'est quand même un challenge. Il y a une dizaine d'années, on se battait pour que les producteurs continuent dans l'assolement à mettre de l'orge de brasserie, notamment l'orge d'hiver.
Oui. Une réaction, Baptiste Hiverneau? Oui, exactement. Alors, je suis du milieu agricole. Et en fait, donc c'est vrai qu'on a constaté cette année, courant novembre-décembre, qu'il y avait des très très fortes pressions, surtout au niveau de la pluviométrie, qui a aussi retardé des semis de blé, voire même annulé certaines surfaces, qui seront remplacées par des cultures de printemps. Donc, j'ai aussi envie de vous poser la question, est-ce que vous pensez que l'orge de printemps va être prédominante cette année, on va dire, au niveau des cultures, ou est-ce que vous pensez avoir plus de surface au niveau des surfaces brassicoles? On a une stabilité des surfaces brassicoles normalement, mais voilà. D'abord, les surfaces brassicoles en semis, a priori, on a une stabilité. C'est en récolte qu'on se rend compte, puisque vous savez que la qualité de l'orge et de ce qu'il en est, on sait s'il peut être classé en brassicole, sinon il est déclassé en fourragé. Donc pour l'instant, on n'a pas une vision tendancielle très forte d'évolution, mais peut-être qu'on aura des chiffres qui montreront l'inverse. Ça a été compliqué de toute façon dans toutes les semis, pour toutes les cultures, et c'est encore très très humide, puisqu'il pleut encore un peu partout, il a plu cette semaine, donc ça va être compliqué quoi qu'il arrive cette année. Et au-delà des conditions climatiques, messieurs, est-ce que c'est aussi le coût de production, d'exploitation d'un hectare, donc d'une culture céréalière? Est-ce que c'est ça aussi qui en France nous désavantage parce que c'est trop cher de produire des céréales? Vous avez une réponse, Baptiste Hiverneau? J'ai une demi-réponse, on va dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, certains agriculteurs préfèrent tabler plutôt sur des cultures à forte valeur ajoutée. Je suis issu des Hauts-de-France, donc la pomme de terre est prédominante. La betterave, qui commence aussi à s'essouffler un petit peu, est aussi très dominante au niveau des surfaces. Donc c'est vrai qu'on commence à voir des nouvelles cultures, du lin, des légumes par exemple, qui viennent gratter du terrain sur les cultures de céréales, oui. Alors là-dessus, pour vous, Marc Bonnet, cette fois-ci je me tourne vers vous, c'est le cas aussi, voilà, il y a des coûts de production pour les céréales qui ne sont pas rentables en fait, tout simplement pour les agriculteurs? Le coût de production en France est globalement plus élevé. Ce qui compte, c'est la marge qu'on arrive à en retirer. Si vous êtes sur un marché à forte valeur ajoutée, vous pouvez tirer votre épingle du jeu. L'exemple des orges cité précédemment était un bon exemple. Nous, au sein de la filière CRC, donc culture raisonnée contrôlée, on s'est recentré depuis 20 ans sur un marché intérieur avec une logique de filière, avec donc de l'organisme stockeur, les transformateurs jusqu'aux distributeurs. Et on a raisonné en filière, c'est-à-dire qu'on n'a pas traité les céréales comme une commodité. Les céréales sont des commodités, enfin celles dont nous parlons, orge. Mais pardon Marc Bonnet, excusez-moi de vous couper, mais ce que vous dites, c'est qu'on a favorisé donc le circuit intérieur. Seulement, est-ce que, par exemple, au niveau des céréales, pour redevenir compétitif sur le plan international, il faudrait tout simplement arrêter d'importer des céréales de l'étranger? Alors en réalité, on produit à peu près 40, alors je parle du blé uniquement, mais 40 millions de tonnes de blé en France, on importe en réalité assez peu. Donc nous sommes tout à fait autonomes sur la production. Mais est-ce qu'on de blé. en exporte toujours autant? C'est-à-dire que le premier importateur au monde, il y a plusieurs pays, mais il y a notamment l'Égypte. On en exporte de moins en moins vers l'Égypte. Il se tourne plus vers la Russie ou l'Ukraine, vous le disiez tout à l'heure. Est-ce que là, on n'est pas en train de perdre justement nos parts, quoi? Si, on perd des parts de marché. Donc le marché intérieur, c'est une chose qui est intéressante à partir du moment où finalement on produit ce dont le marché a besoin. En fait, le principe, c'est d'arriver à raisonner en filière. Sur l'export, c'est beaucoup plus compliqué. Là, on constate que ces derniers mois, c'était plutôt assez favorable pour les céréales françaises. Malheureusement, les grèves de la SNCF n'ont pas franchement aidé, et des dockers n'ont pas franchement aidé à exporter. Mais il y a quand même des fenêtres de tir. Certes, nous avons des coûts plus élevés, mais nous avons un rendement à l'hectare qui est plus important. Et par ailleurs, nous avons aussi une qualité technologique des grains qui est souvent assez bonne. Donc c'est pas aussi simple que ça, mais en effet, sur le long terme, la France doit se poser des questions, de se dire est-ce qu'on est encore capable de mener l'export et le marché intérieur? Moi, je pense que oui, il n'empêche qu'il faudra être de plus en plus précis. Et productif. Vous êtes d'accord avec ça, Maxime Costil? On peut à la fois gérer le marché intérieur et l'export? Enfin, il ne faut pas les opposer de toute façon. Hein. Les opposer, c'est d'abord, on ne pourra pas vivre que du marché intérieur, et d'autres pays ont besoin de notre export pour vivre. Donc, a priori, c'est déjà un premier élément. Et les opposer ne réglera rien. Ça n'empêche pas de trouver de la valeur ajoutée sur l'intérieur et de gagner de la productivité sur l'export. Et l'autre élément très important, hein, c'est la question infrastructure. Si la Russie a rattrapé et prend des parts de marché aujourd'hui, c'est qu'elle est en capacité de sortir du volume. Si nous aussi on est en difficulté, c'est parce qu'aujourd'hui, sur les lignes ferroviaires, sur le fret,
Sur les ports, on est en difficulté. On a un gros problème d'infrastructure qui est en train de s'aggraver dans ce pays sur l'infrastructure transport matières premières. L'année dernière, on a eu des inondations, des grèves SNCF. Cette année, on a eu des grèves SNCF. On a une complexité qui augmente et qui est un vrai sujet. Et là-dessus aussi, est-ce que ce serait pas peut-être... Alors évidemment, ça n'aiderait pas à l'exportation, ça c'est sûr, mais est-ce que, là cette fois-ci je me tourne vers vous Guillaume Lemaire, est-ce que par exemple dans vos écoles, on vous apprend également à reconvertir, tout à l'heure c'était Baptiste qui en parlait, à reconvertir vos cultures, à arrêter les céréales et à partir vers les betteraves, vers le lin, vers d'autres types de cultures. Alors lui après, Baptiste vient du Nord, donc forcément c'est plus des cultures... J'ai peut-être même une réponse pour Guillaume, puisque je suis aussi étudiant donc en ce moment en alternance à l'ISA, donc qui est une école concurrente, mais on se comprend. On voit pas en fait aujourd'hui trop la technique sur est-ce qu'il faut faire ci, est-ce qu'il faut faire ça. On va découvrir vraiment tout le panel agricole au sein de la filière. Et je pense que tout à fait. Guillaume, vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est-à-dire, j'allais pas dire, en fait, on nous dit pas, tiens, quand on peut plus faire de betterave ou quand on peut plus faire de maïs, il faut faire du blé et inversement, c'est-à-dire. On nous donne déjà tous les types de plantations possibles. Ensuite, ils nous donnent les conditions optimales. Encore une fois, je suis en première année, c'est-à-dire le tronc commun qui fait que mes connaissances soient assez limitées sur le sujet. Mais même, je trouverais ça assez limité dans le raisonnement de se dire, ok, stratégiquement, par exemple, le blé marche pas. Moi, je vais faire du colza. En fait, il y a énormément de facteurs qui font qu'on va choisir une culture à un instant T, à un endroit T. Et du coup, on ne peut pas dire si le blé marche plus, je vais me lancer dans la tomate parce que ça fonctionne à fond en ce moment. Ce raisonnement-là n'est pas possible simplement dans notre école, dans notre formation. D'ingénieurs en tout cas, on essaye de répondre à des problèmes qui vont être posés à des moments donnés. Du coup, ça va plus être il y a ce problème-là, le blé ne fonctionne plus. Qu'est-ce qu'on peut réfléchir à ce moment-là pour avoir une alternative qui puisse être durable, qui puisse être au niveau économique intéressante du coup pour l'agriculteur et qui puisse être aussi réaliste, parce que je veux dire, c'est beau d'avoir des projets, mais s'ils ne sont pas concrets, s'ils ne sont pas concevables, ça ne sert strictement à rien. Et selon vous, ce serait possible que justement on parte vers on le disait tout à l'heure au tout début de ce débat, justement avec vous, Marc Bonnet, vers des céréales plus respectueuses de l'environnement, des céréales aussi qui parfois qualitativement sont supérieures à celles que peuvent exporter nos concurrents internationaux? Alors nous, on croit que sur le long terme, c'est une des voies d'issue pour l'agriculture française. Néanmoins, le chemin va être long. Moi, j'aime bien faire ce parallèle entre l'industrie du luxe française qui a commencé pas à pas et qui est devenue un vecteur pour l'économie française à l'intérieur, mais aussi à l'export extrêmement important. Pour vous, pour les céréales, c'est pareil? On va aussi. Moi, je pense que oui, que la ferme France, elle a une image extrêmement positive à l'étranger. Dans tous les pays du monde, le secteur de la bière dont vous parliez, le secteur de la boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, on est extrêmement reconnu. Donc je pense que de livrer des céréales de plus haute qualité environnementale, et c'est ce que nous faisons au sein de la filière CRC, peut être un débouché sur le long terme. Néanmoins, je répète que l'export auquel nous nous attaquons, en tout cas pour ce qui concerne le blé aujourd'hui, c'est un export de qualité extrêmement moyenne. Donc le chemin va être long avant de vendre la céréale de luxe, entre guillemets, française à l'étranger. Alors un export de qualité moyenne, ça on l'a bien compris, ça dépendait aussi, vous l'avez dit, du contexte social et ça dépend évidemment de la taille du territoire. C'est sûr qu'on n'a pas le territoire de la Russie, ça c'est sûr et certain. En revanche, est-ce qu'avec l'Union européenne cette fois-ci, la France n'est pas boostée dans ses exports? D'après vous, par exemple vous, Maxime Costil? Alors nous, les échanges bières et donc céréales transformées sont principalement intra-européens, c'est très clair. Et on a deux pays majeurs qui sont l'Allemagne et la Belgique, mais qui sont en grande difficulté sur leurs terrains de jeu nationaux, puisque la consommation s'effondre dans leurs prix respectifs en bière, alors que nous, la consommation repart. Ensuite, nos pays d'exportation majeurs sont le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Allemagne. Donc on est vraiment sur des mouvements plutôt intra-européens que extra-européens, parce que la bière, c'est 90% d'eau, c'est du céréal et c'est une bouteille en verre. Donc ça ne se déplace pas beaucoup. Ça se produit en local, ce qui est une bonne nouvelle pour les producteurs de céréales. Et donc l'extra-européen est compliqué et difficile à atteindre vu le prix du produit. Merci à tous les quatre pour vos interventions. C'était la toute première question de notre débat. On attaque tout de suite la deuxième.
Et justement, on va aborder la question des céréales plus respectueuses de l'environnement, plus respectueuses parfois de l'écologie, ou aussi peut-être meilleures pour la santé. Et puis, pourquoi ne pas parler justement des appellations, et notamment celle du bio. On fait un point là-dessus avec Axel Savoie. Pardon. En 2018, 375 678 hectares de céréales bio ont été cultivés selon les principes de l'agriculture biologique, c'est-à-dire selon des méthodes préservant l'environnement et interdisant les OGM. Ce n'est pas énorme, seulement 4% des terres consacrées à la culture des céréales. Mais sachez aussi que les exploitations céréalières bio représentent 37% de toutes les exploitations biologiques. Parmi ces céréales, on retrouve bien sûr du blé et du maïs, mais aussi des produits moins communs comme l'orge, l'épeautre et le triticale. Par rapport à l'année 2011, le nombre d'hectares de céréales bio a augmenté de 25%, et entre 2017 et 2018, le nombre d'hectares en conversion vers le bio a bondi de 35%. Les chiffres le disent, le bio c'est une tendance et les céréaliers en sont les champions attitrés. Une tendance encouragée par des aides comme les programmes de développement rural régionaux qui fournissent des financements aux producteurs pour soutenir le développement de l'agriculture biologique et compenser les pertes financières liées à cette pratique, mais aussi grâce à la simplicité de la culture des céréales bio par rapport à d'autres cultures biologiques. Merci beaucoup Axel Savoie pour cet éclairage encore une fois. Guillaume Lemaire, vous qui êtes justement étudiant en première année à AgroParisTech, est-ce que vous voyez le bio comme... alors pas forcément... Alors là on parle des céréales évidemment, même si vous vous destinez pas forcément plus tard à faire ça vous-même. Est-ce que vous voyez le bio comme le futur justement pour l'agriculture française ? C'est compliqué. Pour moi, c'est un point de vue très compliqué, et c'est-à-dire... Parlez bien près du micro, s'il vous plaît. C'est assez compliqué parce qu'il y a, non seulement je manque de culture à ce sujet, ce qui fait que je peux vous dire des bêtises si je commence à débattre là-dessus, et ensuite, en fait, de ce que je sais, pour moi, le bio, c'est à nuancer. C'est-à-dire, en effet, il y a un effet de mode, et en effet, en fait, non, pas en fait, mais la culture conventionnelle, disons, il y a plein de bonnes choses dans les deux cas, c'est-à-dire... le bio, d'accord, c'est bien, d'accord, on dit on met pas de pesticides, mais ce que je vois, c'est que dans l'effet de mode, en fait, dans l'agroalimentaire, moi je vois des supermarchés où on dit on vend du bio, c'est vachement bien, et il y a 1 million d'emballages plastiques, c'est-à-dire on a beau dire c'est meilleur pour la planète dans les champs, et ben au final dans les supermarchés c'est pas meilleur pour la planète. Du coup encore une fois c'est une question de point de vue. Après au niveau de la technique des cultures en soi, si vous dites bio, vous dites sans pesticides. Pour moi, quand je veux dire c'est possible, encore une fois, c'est à nuancer, c'est-à-dire, je pense que je vais faire bondir certaines personnes, hein, mais j'ai discuté avec certains chercheurs et on m'a parlé du coup de la rotation des cultures, où on peut utiliser notamment la luzerne, qui va être assez important parce que ça va être un anti-adventice. Les adventices, en gros, ça va être toutes les plantes qu'on ne veut pas dans les champs. Et mauvaises herbes. Exactement, et en plus c'est un protéagineux, c'est-à-dire elle fixe l'azote de l'air dans le sol, ce qui évite d'utiliser des intrants. Oui. Et si on utilise une rotation de culture blé, par exemple blé févrole ou blé luzerne, et ben ça peut nous permettre de ne pas forcément utiliser d'herbicides ou de pesticides. Je pense que mon collègue de droite peut en dire plus que moi parce qu'il a plus d'expérience. Je vais nuancer vos propos, Guillaume. Parce qu'on rappelle quand même, Baptiste Hiverneau, vous êtes donc business developer à My Easy Farm. C'est ça, et même fils d'exploitant, et c'est surtout là-dessus que je vais répondre. Contrairement à ce que vous disiez, en fait, le bio, c'est pas un sans pesticides, déjà pour commencer, c'est un sans pesticides de synthèse. Et donc c'est là où j'aime nuancer, c'est que... Donc on a des pesticides dans les céréales bio. Alors voilà, il peut y en avoir du moins. Il peut y en avoir qui sont au naturel. J'aime toujours dévier un peu sur ce sujet de la pomme de terre qui n'est pas une céréale mais qui est comme la vigne. Enfin c'est un peu les mêmes contraintes. C'est qu'on a un champignon qui s'appelle le mildiou sur la pomme de terre qui en fait va ravager très facilement un champ s'il n'est pas contrôlé. Et aujourd'hui la seule méthode, une des seules méthodes, mais une méthode qui est autorisée et en bio et en conventionnel pour justement aller traiter ce champignon, c'est ce qu'on appelle de la bouillie bordelaise, qui en fait est un produit... en quoi la bouillie bordelaise? Voilà. Dit comme ça a l'air bizarre comme produit. La bouillie bordelaise, c'est un produit donc, qui est autorisé dans l'agriculture bio, qui en fait est à base de sulfate de cuivre. Donc, je vous pose aussi la question sur ce débat, est-ce que du cuivre, c'est du bio? Je vous laisse votre interprétation, mais voilà, je voulais nuancer ça. Donc c'est vrai que le bio aujourd'hui, pour moi,
un effet de mode. Donc ça, c'est même très bien pour les agriculteurs qui y sont passés, puisque c'est une valeur ajoutée en plus sur l'exploitation. Mais il y a aussi un peu de désinformation sur, c'est du sans pesticides. Et c'est aussi là que je voulais appuyer ce point-là. Vous justement, Marc Bonnet, puisque vous êtes directeur général donc, des cultures raisonnées et contrôlées, pour vous, vous êtes d'accord avec cette analyse? Le bio, c'est que de la com, le bio, les céréales bio, ça n'existe pas vraiment? Non, nous, on ne veut certainement pas opposer les modèles. En propos introductifs, vous parliez de l'évolution très importante du bio. Donc c'est un élément de marché qui permet à certains agriculteurs de s'en sortir donc très bien. Nous, pour ce qui concerne la filière culture raisonnée contrôlée, on a des progressions de 45% par an, donc qui sont au-delà des chiffres du bio et qui répondent à des attentes environnementales. Et pour appuyer sur ce que vous disiez, pesticides, en fait, c'est un terme générique qui peut être appliqué dans le bio et qui peut être appliqué dans le conventionnel. Donc il y a en effet des pesticides qui sont appliqués sur l'agriculture biologique. Et est-ce qu'ils sont nocifs, ces pesticides? En fait, ce qui compte, c'est de surtout ne pas être dogmatique et de remettre la science au milieu, l'église au milieu du village, et se dire qu'est-ce que la science nous fait comprendre. Pour nous, chimique, ce n'est pas forcément un gros mot, et naturel, ça n'est pas forcément bon. Ce qui compte, c'est l'impact sur la faune, sur la flore, sur la santé humaine, et un produit chimique peut être plus ou moins bon, comme un produit naturel peut être plus ou moins bon aussi, c'est la même chose. Donc c'est d'avoir une approche pragmatique, et cette opposition des modèles, pour moi, n'apporte pas grand-chose. Pour vous, Baptiste Hiverneau, justement, fils vous-même d'agriculteur céréalier, c'est ça aussi que vous avez vu, vous, durant votre enfance, c'est des céréales pas forcément bio, mais pas nécessairement mauvaises? Voilà, alors nous, on a une exploitation donc, qui est totalement conventionnelle. On se pose des questions aujourd'hui, pourquoi pas sur du bio, sur des techniques alternatives comme du HVE, comme de la culture raisonnée. Mais c'est vrai que donc on a toujours, comme vous le disiez, cet a priori c'est du pesticide, donc c'est mauvais pour la santé. Je rappelle qu'on a un organisme en France qui s'appelle l'ANSES, qui est situé juste un peu plus loin ici dans le hall. Ouais, au pavillon 4, voilà, qui va justement en fait permettre qui va contrôler tous les produits aujourd'hui qu'on va utiliser dans l'alimentation et même dans la vie de tous les jours en fait. Donc c'est eux qui vont attester que ce produit n'est pas nocif. Si jamais il s'avérait que ça pourrait être nocif, ils le retirent tout simplement du marché. Donc au final, aujourd'hui, le bio, c'est quoi? C'est juste de la valeur ajoutée? C'est juste pour le portefeuille? C'est ça, Maxime Costil? Vous êtes, par exemple, c'est vrai que vous êtes délégué général de l'association des brasseurs de France. La bière bio, est-ce que c'est simplement pour avoir un peu plus d'argent au final à la fin, ou c'est parce qu'il y a vraiment une démarche écologique derrière? Alors, d'abord, la bière bio, ça représente moins de 1% des volumes aujourd'hui. Donc, c'est peu, oui. Pour une première raison, c'est que il y a certes des céréales bio qui sont très présents en France, mais on a un problème sur une autre matière première qui s'appelle le houblon, qui est une plante à forte valeur ajoutée, mais qui a fortement disparu aussi. Donc on est en train de relancer la filière, et l'interprofession a été créée jeudi. Donc on relance ce secteur, et donc on manque fortement de matières premières. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que le bio n'est pas une réponse à tout, et elle n'est pas une recherche du consommateur, en tout cas dans la bière aujourd'hui. C'est pas ce qu'il recherche spécifiquement, même si le bio se développe et qu'il progresse de 30% tous les ans, ça représente assez peu de volume. Après, ce sont des produits qui sont plus chers parce que la matière première agricole a un prix qui est plus important, qui est la plupart en orge de brasserie, on est dans le double quasiment. Donc c'est normal que le prix de la matière première augmente, comme le prix de la matière première augmente, que les process doivent être très spécifiques, puisqu'on ne pouvait pas mélanger du conventionnel et du bio. Ça veut dire des process de fabrication, de transformation qui sont dédiés et des unités de production dédiées. Donc c'est plus compliqué, c'est plus cher. Donc voilà, ça a un coût in fine. C'est pas de la communication pour dire qu'on fait du bio ou autre. C'est une autre méthode. Moi, j'ai pas d'avis sur le fait que ce soit meilleur ou moins bon. Ça reste de l'alcool, donc quoi qu'il arrive, c'est dangereux pour la santé. Évidemment, c'est à consommer avec modération. À consommer avec modération. Évidemment. Donc aujourd'hui, bio, pas bio pour nous. Très, très clairement. En tant que brasseur, ça change pas grand-chose. Notre enjeu, c'est de l'agriculture française, que les agriculteurs gagnent leur vie et qu'on ait des produits de qualité et des bières de qualité. Voilà. Aussi, au-delà du bio, évidemment, le fait de garantir une culture sans pesticides, ou du moins avec des pesticides raisonnés, ça permet en même temps de conserver ce marché donc des céréales sur le marché intérieur français. Le circuit court pour les céréales, c'est l'avenir. C'est l'avenir
Toujours Maxime Bah, Fossil. Alors nous aujourd'hui ça fait partie ça fait partie des volumes. Hein. C'est-à-dire que dans la brasserie française, on vend, en gros pour une brasserie qui s'installe en territoire, elle peut vendre jusqu'à 80% de ses volumes en direct. Donc ce qui est assez considérable. En général, elle s'approvisionne au plus près en céréales. Sur le céréal français en production, ça représente rien, hein, l'orge de brasserie. Donc la vente de la bière en direct n'en représente pas grand-chose, mais c'est un débouché qui progresse, c'est un débouché qui est très valorisant. Les coûts de distribution sont moins importants, les coûts de transport n'existent pas, ou ils sont très réduits. Donc ça a un avenir certain. Là aussi, c'est pas le seul débouché possible et c'est pas le seul élément à prendre en compte. Et il ne peut pas, là aussi, être unique. Mais en tout cas, dans l'ensemble de l'agriculture française, on voit bien que la vente en direct est quelque chose qui progresse très fortement, que le lien producteur-consommateur est quand même très important parce qu'on a un besoin de pédagogie pour justement expliquer tous ces éléments qui font que parfois les Français sont un peu perdus, le bio, les pesticides chimiques, les pesticides de synthèse, les productions, les savoir-faire, les labels, les appellations, les IG. Tout ça qui permet le lien agriculteur, le lien producteur-consommateur permet de faire de la pédagogie, de l'explication et d'avoir un retour sur son produit et sur son travail. C'est l'objectif, Marc Bonnet, d'une culture à la fois raisonnée et contrôlée, c'est ça, c'est d'établir plus de liens entre le consommateur et celui qui produit. Oui, tout à fait. Je pense que le local est un élément majeur, alors qu'il là aussi va mettre du temps à se mettre en place, mais que c'est un raisonnement qui vraiment est global. Tout d'abord, on constate une fragmentation de la consommation avec des consommateurs qui sont de plus en plus enclins à acheter des produits locaux, comme vous le disiez, à comprendre le lien qu'il y a entre les transformateurs jusqu'aux producteurs. Donc il y a un ensemble de sujets qui font l'objet d'études. Nous, au sein de la filière CRC, on fait notamment des analyses de cycle de vie pour se dire, mon produit, de sa fabrication jusqu'à la consommation, qu'a-t-il vraiment consommé? Et que nos consommateurs seront des gens de plus en plus éduqués, qui voudront connaître le bilan carbone de ce qu'ils consomment. Et que, en effet, le local est et là, on est en plein coronavirus. On constate que quand la Chine ferme ses portes, c'est un certain nombre de nos industries qui sont bloquées. Et que l'économie française devra peut-être repartir justement avec le fait de réapprendre un certain nombre de métiers localement. Et là, justement, la traçabilité des céréales aujourd'hui, c'est quelque chose qui est important pour les Français. Selon vous, Guillaume Lemaire, par exemple? Je peux revenir sur les bilans carbone et alors, l'économie. Ça, on va en parler juste après, pardon. justement. Ça va être la question d'après qu'on abordera dans une minute. Là, très rapidement, juste sur la traçabilité. La traçabilité des céréales, voilà, le circuit court, ça permet aussi de savoir d'où vient ce qu'on consomme. Je me permets juste d'intervenir sur ce sujet parce qu'on est très fiers au sein de la filière CRC d'avoir contribué à construire un outil de traçabilité donc pour Intercéréales, qui est l'interprofession de tous les organismes stockeurs et agriculteurs, quelles que soient leurs céréales, et qui permet de remonter du produit fini jusqu'au producteur. Et donc nous avons été pilotes sur la filière blé, farine, pain, mais c'est un outil qui peut fonctionner aussi pour orge, malt, bière. Et donc c'est un outil que chacun peut dont chacun peut prendre sa part pour tracer l'histoire des produits. Merci beaucoup donc à vous quatre pour ces interventions, voilà, sur comment faire sans pesticides pour les céréales. On voit que la question est beaucoup plus complexe que ça, évidemment. Merci, on passe tout de suite à la troisième question de notre débat. Que ce soit donc le bilan carbone ou bien l'utilisation des ressources d'eau, les ressources en eau, pardon, ou même de la terre pour les céréales. Évidemment, cette culture a un impact écologique qui n'est pas négligeable. Est-il pour autant si négatif que ça? On voit ça tout de suite avec Thomas Quinquis. En France, les sols subissent de multiples transformations à cause de la culture intensive des céréales. Pollution, poids des engins agricoles, perte d'oxygène, autant de conséquences qui rendent notre sol moins fertile. La teneur en matière organique carbonée issue de la terre diminue. Non seulement le sol en perd sa fertilité, mais sa structure et sa porosité se modifient. Il retient moins bien l'eau et perd sa capacité à filtrer et à recycler les polluants. Il devient plus sensible également à l'érosion. Alors prenons un exemple un peu plus concret, celui de l'utilisation de l'eau pour les cultures céréalières. Alors selon le service public Eau-France, il faut en moyenne 530 litres d'eau pour produire 1 kg d'orge de blé ou de maïs. Il faut multiplier ce chiffre par 10, soit 5000 litres d'eau pour produire 1 kg de riz. En 2000, l'agriculture irriguée, c'est-à-dire l'agriculture qui utilise l'eau des lacs et des rivières, consommait 1500
km3 d'eau par an. Selon la revue Géosciences, en 2050, cette même agriculture en consommera 4500. Des pénuries d'eau sont donc à prévoir dans les plus gros pays producteurs de céréales, c'est-à-dire la Chine, les États-Unis et l'Inde. L'irrigation intensive des terres agricoles peut également déformer le paysage. La déviation des cours d'eau, la création de barrages et autres lacs artificiels peuvent détériorer la biodiversité, abîmer les sols et accélérer l'érosion des reliefs. Merci beaucoup Thomas Quinquis. Immédiatement, on peut se poser la question, les céréales ont-elles un bilan écologique vert ou non ? C'est ça la question, est-il vraiment vert? Je me tourne donc vers vous, Guillaume Lemaire. Vous êtes étudiant en première année à AgroParisTech, on le rappelle pour les les téléspectateurs qui viendraient de nous rejoindre. Là-dessus, vous aviez eu une idée à faire valoir sur cette table? Alors en effet, je faisais aussi le lien avec le bio, parce que très souvent, en fait, il y a quelque chose qui me dérange avec le bio, c'est l'idée que les consommateurs s'en font. C'est-à-dire en fait, est-ce que quand le consommateur achète du bio, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il dit j'achète du bio parce que pour moi c'est bon pour la planète, ou est-ce que j'achète du bio parce que je pense que c'est meilleur pour ma santé, ou j'achète du bio parce que les gens achètent du bio? Et le souci que j'ai, c'est que du coup il y a des études qui ont été faites sur des bilans carbone, comme qu'en fait on a vraiment valorisé en France en tout cas le circuit court où je vais acheter du coup par exemple mes légumes bio et je me fais livrer par l'agriculteur lui-même, et c'est très bien parce que je fais fonctionner l'économie locale et c'est bien pour tout le monde. Alors moi, le seul exemple que j'ai, c'est avec par exemple le soja en termes de bilan carbone. Mais en fait, il y a une étude qui a été faite qui dit que par exemple, si on importe du soja du Brésil en tanker, le plus gros du bilan carbone, en fait, ça va être la camionnette qui arrive en France et qui va jusqu'au dépôt. Ce qui fait que, au final, si on a notre agriculteur qui fait son tour de camionnette en légumes, le bilan carbone, en fait, en termes de rapport de quantité de produits vendus et CO2 émis, il va être énorme. En fait, ce qui fait que à ce niveau-là, circuit court, c'est très bien. Si par exemple on a de grandes quantités, mais je pense que si notre circuit court, c'est qu'on fait nos allers-retours en voiture pour aller justement acheter ce qu'il en faut, et la quantité est tellement faible de produits qu'on déplace qu'au final le bilan n'est pas forcément écologique. Vous êtes d'accord avec ça, Marc Bonnet, en tant que directeur de la filière de la culture raisonnée et contrôlée? Pour vous, le circuit court, au final, alors, on essaie d'aider à la fois l'agriculteur et le consommateur, mais on n'aide pas du tout la planète. Non, mais c'est vrai, le circuit court peut se révéler être néfaste, plus néfaste pour l'environnement que des produits de massification qui sont exportés. Et je vous rejoins, je crois qu'il est moins polluant entre guillemets de produire des agneaux en Nouvelle-Zélande, de les importer plutôt que. Voilà, donc les choses ne sont pas aussi simples que cela. Malheureusement, il n'y a pas de modèle qui ait une réponse à tous ces enjeux. Vous parliez, donc le sujet concerne l'eau, sur le fait de savoir si les céréales sont des productions qui sont consommatrices d'eau. Oui, bien sûr, elles sont consommatrices d'eau. Trop consommatrices d'eau? Pour ce qui concerne le blé, il y a vraiment très très peu d'irrigation, donc je dirais qu'elles consomment l'eau que le bon Dieu et le ciel veulent bien leur donner. Donc si les céréales ne les prenaient pas, et puis elles sont ramenées en matière végétale, elles sont ramenées donc tout ça. Par contre, ce qu'on peut constater, c'est qu'on importe aussi parfois beaucoup de produits en France, de pays qui ont mis en place des circuits d'irrigation, et qu'en France, on constate qu'il y a un vrai sujet sur la gestion de l'eau. Quand on voit un automne comme celui que nous avons eu, qui était un automne extrêmement pluvieux, eh bien, combien avons-nous su retenir de cette eau tombée du ciel? Pas grand-chose. Là-dessus, vous pensez, vous Baptiste Hyvernaud, que vous qui êtes justement qui gérez en fait une plateforme de nouvelles technologies et qui aide les agriculteurs, les céréaliers, eux, vous pensez qu'avec ces nouveaux ustensiles, ils pourraient effectivement essayer de réduire l'impact écologique de la culture des céréales? Alors exactement, donc je reviens sur ce que vous disiez. Donc oui, ici il y a quand même des céréales aujourd'hui en France qui sont irriguées. Quand on regarde dans les plaines au sud de Paris, alors, ça se je fait, précise simplement, je vous laisse reprendre, mais c'est juste, je précise pour les téléspectateurs qui entendraient des bruits bizarres, c'est qu'on a une très jolie fanfare, qui se trouve juste à côté de cette table. Elle nous accompagne pendant notre discussion. Je vous laisse reprendre, Baptiste Hyvernaud, excusez-moi. Du coup, oui, je disais qu'il y avait donc quelques céréales qui sont irriguées au sud de Paris.
C'est sûr qu'aujourd'hui l'irrigation est très présente, surtout au niveau des légumes, et c'est là où nous on va interagir en fait avec les technologies pour aller en fait adapter le nombre de mètres cubes d'eau, les volumes d'eau, voilà c'est le mot que je cherchais, les volumes d'eau en fonction des besoins de la plante, et du coup d'aller en fait faire ce qu'on appelle de la modulation donc d'irrigation, qui est de mettre la bonne dose d'eau au bon endroit et au bon moment, puisqu'en fait il y a une efficience aussi, un cycle qui est à respecter en fait en termes d'irrigation. On a tendance à trop irriguer pour vous, Maxime Costil, vous qui êtes délégué général des brasseurs, de l'association des brasseurs français. Je ne saurais pas répondre à cette question très clairement. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'irrigation en orge. On en a besoin un tout petit peu en houblon parce qu'on a besoin d'eau en août, d'humidité en aout, donc ça fait 2 points. Mais moi, je pense surtout que dans ces débats, il faut savoir poser 2 choses. Un, il faut toujours garder à l'esprit le bon sens paysan. Avec des ACV, on peut faire assez n'importe quoi à beaucoup de choses. Donc il faut relativiser ça et bien se dire en effet que l'eau qui tombe du ciel et qui arrose des céréales, au fond, on peut dire que le blé ou l'orge est consommateur d'eau, mais au fond, je vois bien où cette eau serait allée si elle n'avait pas coulé sur cette orge. Et deuxième élément, il faut qu'on progresse sur plein de sujets, ça c'est sûr. Le transport en fait partie. Le dernier kilomètre est un enjeu énorme, puisque c'est celui qui est le plus polluant, c'est le consommateur, et celui dans lequel il faut qu'on identifie des éléments qui seront moins polluants. Et aujourd'hui, difficile de savoir qu'est-ce que ce sera. Est-ce que c'est le véhicule électrique? Bonne question. Est-ce que c'est du véhicule, est-ce que c'est des biocarburants qui permettront d'eux? Je ne sais pas. Et aujourd'hui, on n'a pas les éléments de réponse à ces éléments qui sont dans les ACV, les éléments les plus coûteux en carbone en tant que tel. Donc voilà, il y a du travail à faire technique, il y a du travail scientifique à porter sur cette partie-là. Pour le reste, je pense que c'est toujours mieux d'acheter son produit en proximité avec des agriculteurs formidables que nous avons en France et de faire des bons produits que d'essayer d'importer du soja du Brésil. Ouais, Guillaume Lemaire, une réaction? Alors clairement, quand j'expliquais ça, je disais pas qu'il était très bien. Non, je tiens à nuancer. Bien sûr, justement, sur la recherche qu'on a fait, c'était comment limiter ces importations, parce que de l'autre côté de la planète, c'est pas du tout forcément mieux. C'était juste que, voilà, on peut avoir des idées reçues sur le bio ou sur les bilans carbone, et je tenais juste à remettre ça dans le contexte. Mais en effet, c'est mieux. C'était pour lancer le débat. Et voilà, non, mais c'est bien mieux. Je suis totalement d'accord sur le fait de comment valoriser au maximum nos agriculteurs, dont on sait que la situation est difficile, et justement, c'est tout le sujet du débat qu'on est en train de faire. Est-ce que là-dedans aussi, l'Union européenne n'a pas un rôle à jouer aussi également? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un rôle d'accompagnement, que ce soit au niveau technologique, au niveau même, pourquoi pas, tout simplement des subventions? Je ne parle pas forcément de traités politiques, Maxime. Il y a un pilier qui est dédié à ça dans la PAC, sur l'accompagnement. Donc la politique agricole commune. Et le deuxième élément, c'est qu'il y a des modes de calcul européens sur l'évolution, surtout le cycle de vie des produits. C'est ce qu'on appelle la méthode PEF, sur laquelle on est en train de travailler dans l'agroalimentaire et dans l'agricole, pour tester quels sont les meilleurs moyens, quelles sont les meilleures méthodes pour réduire l'impact énergétique, l'impact environnemental, l'impact des emballages, puisque c'est quand même aussi un élément assez fort. Dans les céréales, il y a énormément d'emballages? Dans le céréal, non, mais quand vous transformez du céréal en première ou en seconde transformation, donc malterie, brasserie ou dans tous les autres secteurs, quand vous avez votre paquet de miel Pops qui arrive sur la table ou d'autres marques, vous avez une transformation, vous avez un emballage et vous avez eu des actions qui ont été faites. Ces emballages, ces actions et cette culture, c'est ça le cycle de vie du produit, et c'est à tous ces éléments de chaîne qu'on doit intervenir pour faire qu'on ait des emballages 100% recyclables, sourcer les céréales, voilà. Donc c'est tout ce travail-là qui se fait, et ça aujourd'hui, on travaille sur des modèles européens. Très rapidement, Marc Bonnet, pour cette culture raisonnée et contrôlée, est-ce que là aussi les grandes surfaces, cette fois-ci, ont un rôle à jouer dans l'aspect écologique de la culture des céréales, selon vous? Est-ce qu'elles ont également quelque chose à apporter là-dedans? Elles doivent aussi réduire leur emballage, réduire le déplacement, la consommation de carburant lors des déplacements? Je pense que c'est un travail de chacun à chaque niveau, donc que ce soit les distributeurs ou les transformateurs ou les agriculteurs, chacun a un rôle à jouer. Ce qui compte, c'est d'être dans une logique d'intelligence collective où on arrive à se mettre autour de la table et surtout qu'on arrive à comprendre les problématiques des uns et des autres, où souvent on a tendance à travailler en silo, où on axe la discussion sur nos problématiques sans comprendre celles en amont ou en aval. Et parfois, quand on comprend mieux les métiers des uns et des autres, et c'est ce qu'on essaye de faire au sein de la filière CRC, c'est justement de faire travailler tous les maillons ensemble pour que chacun s'accapare un peu mieux le métier des uns et des autres, pour que
qu'on ait une réponse globale plus satisfaisante. Donc oui, les distributeurs, comme tous les autres maillons, ont un rôle à jouer. Donc au final, ouais, qu'on soit producteur, consommateur, distributeur, on a forcément un rôle à jouer. Merci messieurs pour vos éclairages et puis votre expertise aussi sur cette question. On aborde tout de suite la dernière question de notre débat. Et la question cette fois-ci concerne les producteurs, les agriculteurs. Alors certes, vous ne l'êtes pas tous autour de cette table, néanmoins vous travaillez ou du moins vous avez déjà côtoyé des céréaliers. Quel est leur revenu, quelles conditions de vie ils ont? Est-ce que c'est pareil que le mal-être des agriculteurs qu'on peut parfois montrer? On apporte quelques éléments de réponse avec Mathilde Couvillère-Fleurnoy. Selon la MSA, la France compte 80 000 céréaliers, c'est 17,7% de l'effectif total des agriculteurs. Mais il y a une différence entre les agriculteurs et les céréaliers, et la différence se trouve justement au niveau du salaire. Le revenu des céréaliers peut atteindre jusqu'à 79 800 € par an, selon les prévisions établies par le service de la statistique du ministère de l'Agriculture, contre 15 000 € par an pour les éleveurs d'ovins et de bovins. Mais la disparité des revenus est aussi très importante parmi les céréaliers. Selon le ministère de l'Agriculture, 25% des céréaliers ont un revenu inférieur à 25 000 € par an, soit un tiers du revenu moyen. Si autrefois les céréaliers étaient considérés comme les nantis de l'agriculture, il s'agit bien du passé. Pour comprendre, il faut remonter à l'année 2014, une année noire pour les céréaliers. Cette année-là, dans l'Hexagone, la récolte a souffert d'un été frais et pluvieux et le blé était en mauvais état, alors il a été revendu beaucoup moins cher. Au final, le prix du blé tendre le plus cultivé en France a baissé de 17% en 2014, selon un rapport de l'INSEE. À cela s'ajoute la révision à la baisse des aides à l'hectare des grandes cultures dans le cadre de la politique agricole commune, la PAC. Le projet a été rééquilibré au profit de certaines activités comme l'élevage et elle pénalise donc les céréaliers. L'Association générale des producteurs de blé, l'AGPB, a donc prôné la mise en place d'un système de lissage fiscal qui permettrait aux céréaliers de mieux absorber leurs fluctuations de revenus. En 2014, toujours, dans plusieurs départements, des cellules de crise ont été mises en place pour les céréaliers. Depuis, le salaire des céréaliers s'est rééquilibré progressivement. Merci beaucoup Mathilde Couvillère-Fleurnoy. Alors messieurs, dernière question, sûrement que vous pourrez la trouver polémique. Les céréaliers sont-ils des nantis? Cette fois-ci, je me tourne évidemment vers le principal intéressé. Baptiste Hiverneau, vous êtes fils de céréalier. Oui, exactement. Alors déjà, j'aimerais nuancer quelques propos. On parle toujours de salaire des agriculteurs. C'est en fait un prélèvement qu'un agriculteur va faire sur soit sa société, donc soit il est on va dire un individuel, et là, c'est pas tout à fait pareil. Mais en fait, c'est aussi... Il n'est pas salarié. Il n'est pas... Alors ça dépend. Il peut être salarié selon les cadres sociétaires qui existent. Mais en fait... ce qui va se passer, c'est qu'un agriculteur, donc là on parlait de différents chiffres, un agriculteur qui soit éleveur ou céréalier ou de n'importe quelle production, va en fait, à la fin de l'année, enfin à la fin de son année comptable, réattribuer certains budgets. Donc c'est-à-dire, je vais prélever tant dans ma société pour me rémunérer, je vais pouvoir aussi rémunérer ma société pour rapporter du capital social ou faire des investissements pour aller produire, par exemple, plus différemment, différentes choses. Donc c'est vrai que c'est des chiffres qui sont à nuancer. C'est sûr qu'on voit des extrêmes, des productions qui sont différentes. On voit des systèmes différents. Des très grosses fermes aujourd'hui peuvent réduire leurs charges quand même de manière conséquente. Ce qui va forcément faire que parfois les rémunérations peuvent être aussi assez élevées. Et justement, oui, là-dessus, c'est pas donc on le voit bien, hein, c'est pas tout ne revient pas dans la poche du céréalier. Là-dessus, j'aimerais avoir votre réaction, Maxime Costil, pardon. Vous, quand vous travaillez avec des céréaliers, quand ils vous fournissent votre orge, est-ce que vous leur rachetez à un prix qui peut supposer qu'ils gagnent très très bien leur vie, ou au contraire, vous leur rachetez à un prix honnête, pas plus en fait qu'un autre agriculteur? Alors, c'est une bonne question. D'abord, moi je pense que les céréaliers comme les agriculteurs ne sont pas des nantis, parce que la situation est compliquée pour tout le monde, et qu'on a un système agricole et agroalimentaire compliqué depuis des années, où on a une perte de valeur générale sur l'ensemble de la filière, de la distribution, en passant par la transformation jusqu'à l'agriculteur. Aujourd'hui, nous, on essaye de soutenir l'agriculture française sur toutes nos matières premières agricoles. Sur l'orge, on est sur un cours mondial, donc c'est toujours la complexité.
on essaye de pousser pour tenir en gérant, en fait, en anticipant la question des surfaces, en anticipant la question de l'accompagnement culturel. Et aujourd'hui, on a une variation. L'année dernière, on a eu des fortes variations. On a eu des moments où on achetait très bien l'orge et des moments où on achetait moins bien l'orge, il faut le dire. Et ce serait dû à quoi, ça, selon vous ? C'est dû en fait entre l'offre et la demande, hein, c'est toujours le système. Donc on essaye aujourd'hui de faire des contrats tripartites, c'est-à-dire producteurs, malteurs et brasseurs, pour assurer de la visibilité et du soutien entre guillemets aux agriculteurs. L'orge de brasserie est objectivement aujourd'hui un céréale qui est plutôt bien rémunéré, même s'il n'est pas rémunéré sûrement comme il le devrait. Donc c'est un travail qu'on maintient, qu'on fait, qu'on suit de près régulièrement, puisque c'est vraiment un enjeu, ce que je vous disais tout à l'heure sur l'orge, c'est-à-dire c'est de mobiliser et de convaincre les producteurs de ressemer de l'orge de brasserie, qui est vraiment une culture complémentaire. Vous, Marc Bonnet, en tant que directeur général donc, des cultures raisonnées et contrôlées, vous nous aviez dit en début d'émission que vous étiez principalement axé sur le blé, contrairement à Maxime à vos côtés, qui lui est plus sur l'orge, évidemment. On en achète un peu, mais... un peu, mais en tant que brasseur, c'est plus pratique d'avoir de l'orge, évidemment. Pour vous, Marc Bonnet, au niveau du blé, pareil, ce sont les cours du blé qui laissent supposer que voilà, les agriculteurs, enfin plutôt les céréaliers, ne seraient pas des nantis. Je partage l'idée que oui, pour moi, les céréaliers ne sont pas des nantis. Ils vivent des évolutions qui parfois sont positives et parfois ils souffrent. Et ces dernières années ont été assez compliquées pour la plupart d'entre eux. Au sein de la filière CRC, on a dès l'origine mis en place un système de primes à la tonne qui rémunère en fait le travail supplémentaire qui est demandé à l'agriculteur par rapport aux actions sur la biodiversité, les actions sur la traçabilité. Ça peut être quoi, par exemple, concrètement, un exemple de travail supplémentaire que pourrait effectuer un céréalier ? Eh bien, c'est toute l'approche raisonnée et contrôlée, c'est d'abord de justifier tous les passages qui sont faits au niveau des fertilisants, au niveau des phytos, les actions qu'ils doivent mener sur la biodiversité, sur leurs parcelles, sur leur territoire. Et puis, voilà, c'est vraiment une somme de petites actions. Il y a 189 points dans notre cahier des charges. Et donc, ça fait pas mal. Et donc, il y a une prime de 21 € qui est versée par le meunier à son organisme stockeur. Et ces 21 € servent à rémunérer l'organisme stockeur, qui a un travail supplémentaire. Et puis, sur ces 21 €, il y a généralement 6 € qui restent à l'organisme stockeur et entre 12 et 15 qui vont à l'agriculteur. Donc, 12 à 15 € pour l'agriculteur, ça fait, en fonction des cours du blé mondiaux, peut-être une prime qui entre 8 et 15%. Donc, c'est pas ça qui va changer le modèle économique d'une exploitation agricole. Néanmoins, c'est une petite prime qui est... C'est toujours une aide qui est bonne à prendre et qui est la bienvenue. Là, cette fois-ci, je me tourne vers vous, Guillaume Lemaire. Est-ce que vous avez, au contraire, puisque vous avez tous l'air d'accord, messieurs, pour dire que non, effectivement, les céréaliers ne sont pas des nantis. Alors, au contraire, est-ce que justement les céréaliers sont plus soumis à la précarité ? Vous parlez des cours depuis tout à l'heure, que ce soit l'orge, le blé. Vous, Guillaume Lemaire, est-ce que vous avez cette impression aussi, les céréaliers sont peut-être plus victimes des fluctuations économiques ? Alors, très difficile à répondre parce que là, pour le coup, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout encore étudié. Du coup, ça va être... je ne pourrais pas vous répondre précisément. La seule chose que je peux vous dire, c'est que pour moi, ça sera assez hypocrite de traiter les céréaliers de nantis, parce que déjà qu'on connaît la difficulté du travail dans le monde agricole et la difficulté même aujourd'hui de ces métiers, encore heureux que certains arrivent à gagner dignement leur vie en fait. C'est-à-dire si tous les métiers agricoles gagnent 300 € par mois, disons déjà la filière n'a plus d'avenir. On sait que les jeunes de nos jours ont vraiment du mal à s'engager dans ces métiers, alors que c'est des métiers vraiment importants. C'est essentiel même en fait, sans agriculture, comment on se nourrit simplement. Quand vous dites, Guillaume, que les jeunes ont du mal à s'engager dans ces métiers, vous le voyez au quotidien, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'offres, entre guillemets, de futurs emplois qui pourraient se faire dans le monde agricole. Eh ben, c'est totalement l'inverse, justement, on cherche du monde et on veut du monde, genre venez travailler dans le monde agricole, c'est le futur, il y a énormément de travail à faire. Donc il y a de l'offre mais pas assez de demande. Exactement, c'est juste qu'en fait ça ne vend pas du rêve, c'est-à-dire même en tant qu'ingénieur, je pense que j'aurai la chance de très bien gagner ma vie en sortant de mon école, mais en tant qu'ingénieur, il faut savoir qu'en tant qu'ingénieur agronome, de tous les secteurs d'ingénierie, c'est celui qui est le moins bien rémunéré. Et du coup, dans tous les cas, c'est un secteur qui n'est pas valorisé en termes de ressources. Donc, pour moi, disons, les jeunes de nos jours, dont ma génération en tout cas, je vais parler pour moi et les gens qui sont autour de moi,
eh ben, on est quand même beaucoup plus sensibilisé aux impacts et au futur que les générations précédentes, c'est mon avis, hein, je vais peut-être encore une fois en faire bondir certains, ce qui fait que beaucoup plus de jeunes s'intéressent et se disent « Ah d'accord, moi j'ai quelque chose à apporter, je me rends compte que ça fonctionne pas bien, je me rends compte que la planète va mal, il y a plein de choses à faire au niveau, voilà, il y a énormément de travail à faire, on le sait bien à notre époque, et là ils se disent « Ok, je peux travailler là-dedans », ce qui fait que pour le moment c'est difficile, mais il y a une sorte de réveil. Il y a un engouement qui commence à se recréer. Engouement, je dirais pas, parce qu'encore une fois, il y a une réalité, il y a la réalité du monde du travail où il y a l'engouement de ah c'est trop bien, je veux sauver la planète. Après on fait oui, mais tu sais que ça va être extrêmement difficile. Tu vas travailler 100 heures par semaine et ton salaire ne va pas forcément être au rendez-vous. Du coup, il y a une volonté, je dirais, globale dans les mœurs de faut qu'on se bouge et c'est bien, mais il y a une réalité du monde du travail qui fait que ce n'est pas toujours facile. Vous êtes d'accord avec ça, Baptiste Hiverneau? Vous le voyez, hein, parce qu'en plus vous venez d'une famille d'agriculteurs, vous voyez aussi ces nouvelles générations qui arrivent? Voilà, exactement. Donc je fais partie de cette nouvelle génération qui se pose actuellement la question de reprendre, pourquoi pas, dans un futur plus ou moins proche, l'exploitation. C'est vrai que... Exploitation familiale. Exploitation familiale, voilà. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit quelqu'un qui n'est pas du milieu agricole, même qui ne se ferait pas pousser, on va dire, qui ne se ferait pas aider à la cession familiale pour reprendre une ferme, c'est très compliqué, puisqu'aujourd'hui, une ferme, au niveau du foncier, au niveau de tout ce qui est engendré en fait, sur l'exploitation, ça coûte très cher. Ça coûte très très cher. Donc, par exemple, je sors de l'école ou parce que votre exploitation familiale. Alors, je veux pas forcément. Oui. Voilà, on va pas prendre des photos depuis le ciel de votre exploitation, mais rapidement, elle est assez grande, elle est moyenne, elle est plutôt petite. On est au-dessus de la moyenne. On est au-dessus de la moyenne nationale, qui est, je rappelle, alors de 50 entre 50 et 60 hectares à peu près. Nous ne faisons pas en fait d'élevage. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est, comme je vous le dis, des contraintes économiques pour un jeune de s'installer sans aide. Donc c'est pour ça aussi qu'on voit que c'est des transmissions en général familiales et pas très très rarement des personnes qui ne sont pas du tout issues du milieu agricole, qui viennent reprendre des fermes. Très rapidement, pour terminer, cette fois-ci, Marc Bonnet, est-ce que, je vous demanderai hein, dans quelques secondes si vous aussi vous accompagnez ces jeunes qui se lancent là-dedans, mais avant ça, Maxime Costil, vous en tant que brasseur par exemple, est-ce que dans votre métier également, vous voyez une forme de pénurie de main-d'œuvre chez les céréaliers, pardon? Alors, il y a une pénurie de main-d'œuvre sur toute l'agriculture, et ça va s'accentuer puisque on a au moins 4 exploitations sur 10 qui vont devoir être reprises dans les 3 prochaines années, hein, de ce que j'ai en tête comme chiffre. Donc ça veut dire que c'est énorme en termes d'agriculteurs ou en tout cas d'exploitation à reprendre. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on a du mal, nous, les agriculteurs aussi, à trouver de la main-d'œuvre saisonnière ou régulière, formée sur des travaux qui sont difficiles et durs. Donc ça c'est très compliqué et c'est toujours le cas, donc voilà. Et nous en brasserie on a du mal à recruter en général de toute façon. Donc là très clairement aujourd'hui on a un sujet, même si je crois qu'il y a une bonne nouvelle puisque pour la première fois les lycées agricoles ont augmenté cette année le nombre de recrutements et on a enfin repris une croissance de jeunes qui rentrent en lycée agricole. Et très rapidement Marc Bonnet, vous ces lycées agricoles justement, vous travaillez avec nous essayons de divulguer, je dirais, nos pratiques auprès d'instituts techniques, de lycées, mais nos correspondants, ce sont surtout les organismes stockeurs et les agriculteurs. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de se développer sur l'ensemble des céréales pour apporter une petite valeur ajoutée sur l'ensemble de céréales. C'est notre réponse à nous, avec nos moyens aussi modestes soient-ils. Merci à tous les 4 pour ces interventions. C'est la fin de notre débat sur l'agriculture. La fin de notre débat donc sur l'agriculture et surtout sur l'agriculture céréalière. C'était donc l'agriculture en question. Merci à vous 4, hein. Baptiste Hiverneau, vous êtes business developer de la plateforme My Easy Farm. Guillaume Lemaire, vous êtes étudiant en première année d'ingénierie à AgroParisTech et très intéressé aussi dans les possibilités d'une autosuffisance pour la France par rapport aux protéines végétales. Marc Bonnet, merci à vous également. Vous êtes directeur général de la filière CRC, donc culture
l'agriculture raisonnée et contrôlée. Et enfin, merci à vous, Maxime Costil. Vous êtes délégué général de l'Association des Brasseurs de France. Merci pour vos différents témoignages, explications, expertises. C'était donc l'agriculture en question, le tout dernier épisode de ce Salon de l'Agriculture, 57e édition. N'hésitez pas évidemment à réagir à l'émission que vous pourrez retrouver en replay sur le site du Figaro de OS France, ainsi que sur notre page YouTube et notre page Facebook. Vous pouvez également donc réagir à l'émission sur les réseaux sociaux avec le hashtag siècle vert, nous dire ce que vous avez pensé de ce débat et nous dire s'il y a d'autres questions que vous aimeriez évidemment aborder. Merci encore une fois à vous quatre d'avoir participé à ce débat. Et moi je vous dis au revoir malheureusement. Voilà, au revoir malheureusement. C'est évidemment toute l'équipe de Fréquence ESJ et de TV Agri qui applaudit autour de ce plateau. Ah mais c'est très gentil à vous, merci aussi. Donc voilà, c'était la fin de cette émission de débat. J'espère que on a pu être ludique, on a pu être pédagogique et vous expliquer l'agriculture tout en l'interrogeant. Je remercie donc encore une fois, un merci d'ailleurs tout particulier à Bastien Cochet et Yanis Darras qui ont organisé toutes ces émissions et qui ont participé à préparer ce plateau donc du siècle vert pavillon 4 du Salon de l'Agriculture. Et enfin, un merci tout particulier aux équipes de TV Agri et notamment à la régie qui se trouve juste derrière moi, qui a fait un travail extraordinaire tout au long de ce Salon de l'Agriculture. Merci à vous et puis encore évidemment merci surtout à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir écoutés. J'espère qu'on a pu vous éclairer sur l'agriculture et je vous dis à l'année prochaine pour un nouveau Salon de l'Agriculture.